À la rédaction, on consacre toute notre énergie et notre temps à enquêter sur nos sujets. On s'entretient avec les victimes et la police pour essayer de comprendre un crime. Mais en tant que journaliste, on s'attend à tout, sauf à devenir la victime au centre de l'histoire. Je m'appelle Sarah Green Hall. Je suis la mère de Sarah Libby Green Hall. Sarah était photographe et journaliste. Elle était très douée. Elle avait énormément de potentiel. C'est un album avec nos photos de famille. Voici une jolie photo d'elle quand elle était petite. Sarah Green Hall a grandi à Potomac, dans le Maryland, une petite ville à environ 80 km au nord de Washington. C'est une région qui jouit d'une longue tradition équestre. On a déménagé à Potomac pour les chevaux. On pouvait monter à cheval partout, et les gens possédaient des chevaux. La plupart avaient des terrains de 2 ou 3 hectares. Le père de Sarah, Bill Green Hall, était un professeur renommé de la faculté de droit de Georgetown. D'ailleurs, lui et sa femme ont baptisé leur ranch ferme du 4e amendement. Le 4e amendement était l'amendement préféré de Bill. Il enseignait le droit pénal. Il s'agit du droit d'une personne à être protégée contre les perquisitions et les saisies abusives. Il est devenu un expert de cet amendement. Et je trouvais que c'était une bonne idée d'appeler notre ranch ainsi. Elle a grandi en pleine nature, au milieu des chevaux. Elle adorait l'équitation depuis toute petite. Mais sa deuxième plus grande passion était la photographie. Ma mère lui a offert un petit appareil Brownie. Elle en est tombée amoureuse. Elle prenait tout le temps des photos. Et elle a gagné de nombreux prix. Au lycée, Sarah fréquente un internat d'excellence dans le Maryland, puis elle étudie le journalisme à l'université de Columbia. Après ses études, elle retourne dans la région de Washington et elle commence à travailler comme journaliste et photographe pour plusieurs journaux locaux. Je travaillais au Winchester Star en même temps que Sarah Green Hall. Tout de suite, je me suis dit, waouh, elle est super calée. Elle était vraiment impressionnante. C'était une journaliste d'investigation hors pair. Elle ne vous lâchait pas. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quelle est votre plus grande qualité? J'ai rencontré Sarah au début des années 2000. Je l'ai tout de suite appréciée. Elle n'avait pas la langue dans sa poche, ce qui pouvait créer quelques tensions en salle de rédaction. Sarah avait une forte personnalité. Elle ne voulait pas seulement être respectée en tant que bonne journaliste. Elle voulait être reconnue pour son travail. Et elle y est arrivée. Elle était comme ça. En 2012, la journaliste de 48 ans vit seule dans une petite maison du paisible hameau de Purville, en Virginie du Nord. Sarah était connue pour se battre pour que ses articles fassent la couverture de ses journaux. Mais en juillet 2012, elle s'est retrouvée à la une pour des raisons auxquelles personne ne s'attendait. On se dit que ces choses-là n'arrivent qu'aux autres, qu'on les lit dans le journal. Et pourtant, ça nous est arrivé. C'était un lundi matin vers 8 heures. Upperville est plutôt calme. Les pompiers ou la police sont rarement sollicités. Alors, quand j'ai entendu à la radio qu'il y avait un incendie, j'ai senti que quelque chose clochait. J'ai fait très attention à ce qui était dit.
Puis j'ai entendu que les pompiers demandaient l'intervention de la police parce qu'ils avaient trouvé un corps. « 12 ans plus tard, on peut encore voir des débris de l'incendie. Des CD, un étui à lunettes. La maison se trouvait ici, pile à l'endroit où on est. La chambre était de ce côté. Je me tenais devant la fenêtre. J'ai regardé à l'intérieur et c'est là que j'ai vu le corps d'une femme allongée sur le dos. Elle était couverte de débris. J'ai repéré un pistolet près du corps. Il y avait des impacts de balles sur les murs et la porte, ainsi que des douilles par terre. Après avoir vu ça, tout a changé. Ce n'était pas une mort accidentelle liée à l'incendie, c'était un meurtre. Qu'une chose pareille se produise dans ce secteur est extrêmement rare et inhabituel. Je crois qu'il n'y avait jamais eu de meurtre à Upperville. La première question qu'on se pose, c'est qui est la victime? Il y avait une voiture dans l'allée. Grâce à la plaque d'immatriculation, on a obtenu un nom, Sarah Green Hall. J'étais dans un box, dans la salle de rédaction, et un journaliste est entré. Il a dit « Je me suis rendu sur les lieux d'un incendie. Quelqu'un ici connaît Sarah Green Hall ?» Je me suis levée d'un bond, je l'ai regardé et j'ai dit « Tu peux répéter ?» J'étais sous le choc. Mon amie Jean est arrivée en trombe dans la maison et elle a dit « Raccroche, Sarah est morte. » C'est le souvenir que j'en ai. C'était un tel choc, je ne pouvais même pas comprendre. Je pensais qu'il y avait eu un orage, que la maison avait pris feu et qu'elle était morte. Mais quelqu'un a dit qu'elle avait été assassinée. Assassinée? Je n'arrive pas à me faire à ce mot. Je ne peux pas imaginer que Sarah ait pu être assassinée. Comment et pourquoi? Qui a pu faire ça? C'était l'effervescence. Tout le monde parlait de ce qui venait d'arriver. Le corps de Sarah Green Hall a été découvert lundi matin dans sa maison de Middleburg, lors d'un incendie suspect. J'avais perdu une amie. On avait tous perdu une amie. Et dans des circonstances vraiment atroces. C'était un événement horrible, avec des implications terribles, qui s'était passé juste à côté de chez nous, à quelques kilomètres. On avait l'habitude d'écrire des articles sur le cheval qui avait gagné durant le week-end. La question n'était pas de savoir qui avait tiré sur qui. Je ne connaissais personne susceptible d'avoir la moindre raison de la tuer. C'était inimaginable pour moi. C'était quelque chose que je ne pouvais même pas envisager. Le choc était immense. Qui avait pu commettre un crime aussi odieux? Je n'en avais aucune idée. Sarah ne serait jamais partie sans faire de bruit. Vu sa force et son caractère, mourir dans des circonstances aussi violentes, aller à l'encontre de tout ce qu'elle défendait. C'était une battante. Si c'était arrivé à quelqu'un qu'elle connaissait, elle aurait enquêté sur ce meurtre avec courage et acharnement. Sarah était une amie, une collègue.
Quand on a appris que c'était un homicide, on s'est tout de suite demandé ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait aider. C'est là que notre rédacteur en chef adjoint a décidé de me confier l'affaire. On essayait de digérer la nouvelle, mais aussi de l'envisager en tant que journaliste. Qui avait pu faire une chose pareille? L'autopsie a révélé que Sarah Green Hall avait reçu une balle dans le cou et une autre dans la jambe. L'arme que j'ai vue dans la pièce près du corps s'est révélée être un 9 mm. Il y avait de nombreuses douilles au sol, autour du corps, environ une douzaine, et de multiples impacts de balles sur le mur et la porte. Pour moi, il semblait qu'elle avait lutté avec quelqu'un pour s'emparer de l'arme à feu. Il y avait des taches de liquide. On a recueilli des preuves indiquant qu'un activeur avait été utilisé. Quelqu'un avait mis le feu intentionnellement. Et c'était un incendie volontaire. Une partie de l'enquête a consisté à tenter de recueillir du matériel biologique comme de l'ADN. La maison était très endommagée, ce qui nous a beaucoup compliqué la tâche. Le salon était détruit. Les murs, le plafond, le sol étaient noirs. Les tapis, les meubles avaient été entièrement brûlés. De nombreuses preuves cruciales ont été perdues. Au petit matin, ma priorité était de savoir si quelqu'un avait vu quoi que ce soit de suspect ou remarqué quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ce matin-là, le fils du propriétaire, Colin MacLeod, est venu. Colin habitait la maison principale de la propriété avec sa mère et il allait et venait en permanence. Il tondait la pelouse, il taillait les arbres, il était chargé de l'entretien. Quand je suis arrivé ce matin-là, j'ai vu tous les véhicules de police garés autour de la maison. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a su qu'il y avait eu un incendie. J'ai remarqué que la voiture de Sarah était garée dans un bosquet de bambou. C'était très inhabituel. Pourquoi? On n'en avait aucune idée. Quand on a regardé sa voiture, on a vu que des feuilles de bambou étaient coincées dans le coffre. Quand le coffre avait été refermé, certaines feuilles avaient été prises à l'intérieur. Lorsque les policiers ont ouvert le coffre, ils ont trouvé ses effets personnels, son sac à main, son téléphone, son ordinateur portable. Toutes les affaires qui pouvaient permettre d'identifier la victime étaient dans ce coffre. Elles avaient été jetées là à la hâte. Je pense que le tueur de Sarah avait probablement l'intention d'emmener la voiture pour la détruire ou la cacher. Peut-être que l'idée était de mettre le corps dans la voiture, de la conduire quelque part et de mettre le feu. Mais comme le jour s'est levé et que le voisinage a commencé à se réveiller, il a sans doute manqué de temps. L'arme a été analysée pour rechercher des empreintes, de l'ADN, ce genre de choses, tout comme les douilles qui avaient été récupérées. Mais cela ne nous a fourni aucune information ou piste nouvelle. Elle a été abattue. Et c'est une pensée horrible quand il s'agit de votre fille. Pourquoi? Elle aimait son travail. Et quand on parlait au téléphone, elle était très heureuse. Jamais je n'aurais pu imaginer que quelqu'un fasse une chose pareille. Mais quelqu'un voulait la mort de Sarah. Et la question est de savoir qui. La police débute l'enquête en retraçant les dernières 24 heures de sa vie. L'une des principales pistes dans cette affaire est venue de Sarah elle-même, via un post Facebook qu'elle avait écrit quelques heures avant sa mort. Elle l'avait posté vers 23h, 23h30, et son corps a été découvert autour de 8h le lundi matin. La nuit du dimanche au lundi restait un mystère. Cela réduisait le laps de temps pendant lequel le meurtre avait eu lieu.
Ce post Facebook était assez énigmatique. Je vais dormir avec les fenêtres grandes ouvertes. Beaucoup de travail à faire lundi. Si seulement ce fou furieux me laissait tranquille. Ce post est, à notre connaissance, la dernière chose que Sarah a écrite. Ce post sur les réseaux sociaux était assez révélateur et inquiétant. Bien sûr, on voulait savoir qui était ce de fou furieux. La police demande aux amis et à la famille de Sarah s'ils savent quoi que ce soit à propos de ce fou furieux. Mais il s'avère que Sarah n'était pas très expansive concernant sa vie sentimentale. Sarah parlait d'une partie de sa vie sentimentale. Elle parlait du monde des rencontres en ligne. Elle désignait les personnes qu'elle fréquentait non pas par leur prénom, mais par un surnom. Elle voyait un pilote à un moment donné et un homme dont elle disait qu'il travaillait pour une revue financière. On savait seulement qu'elle fréquentait un individu appelé fou furieux. On a tout de suite essayé de savoir qui c'était. On a commencé à fouiller son bureau, à la recherche de tout ce qui pourrait nous aider. On essayait de trouver n'importe quelle information. On est tombé sur un morceau de papier, dans son pot à crayon. C'était écrit « John de Gainesville » avec un numéro de téléphone. Apparemment, Sarah avait par la suite ajouté avec un stylo de couleur différente le mot « fou furieux » devant John. Et en bas du papier, elle avait écrit « de fou furieux ». On a tout de suite appelé les enquêteurs pour leur faire part de ce qu'on avait découvert. La police parvient à relier le numéro de téléphone à un nom, John Kearns. Qui est cet homme? Où est-il? Quelle était la nature de leur relation? La police se précipite au dernier domicile connu de John Kearns, à environ 50 km de chez Sarah, dans la ville de Gainesville en Virginie. Il n'est pas chez lui. Mais ils apprennent qu'un incident s'est produit la veille du meurtre. Des voisins nous ont parlé d'une dispute assez virulente le samedi soir, quelques heures avant la mort de Sarah, et dont plusieurs habitants avaient été témoins. Je menais ma propre enquête et j'ai aussi interrogé un certain nombre de voisins de John Kearns qui m'ont parlé de cette dispute. Ils ont entendu John Kearns dire à Sarah « T'es pas censé être ici ». Il était clair que Sarah était venue à l'improviste, que John Kearns était très fâché et qu'une dispute a éclaté. Un autre voisin a entendu Sarah l'appeler « fou furieux », puis ils sont partis tous les deux. Quelques heures après cette violente dispute, Sarah poste le message sur le fou furieux. Et elle est retrouvée morte le lendemain matin. La police veut donc savoir si cet individu pourrait être assez fou pour tuer Sarah Green Hall. Ils ont découvert très vite, le premier jour, que Sarah avait une liaison avec John Kearns. On a appris que cet homme travaillait dans un atelier de réparation automobile à Leesburg, en Virginie, à environ 45 minutes de route. Il a accepté de nous accompagner au bureau du shérif du comté de Loudoun pour être interrogé. On lui a annoncé que sa petite amie était morte. Il a eu une réaction assez froide et détachée. Merci de m'en avoir informé. Mais les gens ont tous des réactions différentes face à un traumatisme. On a parlé de sa relation pour essayer de savoir pourquoi elle avait posté un tel message en disant ces choses-là. En discutant avec lui, on a appris qu'il avait une autre femme dans sa vie. John Kearns a dit qu'il s'était disputé la veille parce que Sarah était venue chez lui à l'improviste et qu'il ne voulait pas qu'elle soit là parce qu'il voyait une autre femme et qu'il ne voulait pas risquer de gâcher cette relation. Ensuite, j'ai remarqué qu'il avait des espèces d'égratignures sur les doigts.
Ils l'ont interrogé à ce sujet et il a dit qu'il était professeur d'arts martiaux et que ses coupures étaient dues à cette pratique. John Kearns est ceinture noire, donc son explication concernant les blessures sur ses mains est plausible. C'est une observation qui mérite d'être faite. Elle n'établit pas sa culpabilité ou son innocence. C'est une pièce supplémentaire du puzzle. La police n'ayant rien contre John Kearns, elle le laisse partir. Mais comme il est la dernière personne avec qui Sarah a été vue, les enquêteurs s'intéressent de plus près à lui. On a obtenu un mandat de perquisition pour rechercher des éléments susceptibles d'être utiles à l'enquête. Des téléphones ou des ordinateurs, peut-être même des photos ou des données GPS. Seulement, on n'a trouvé aucune preuve. En l'absence de preuves tangibles contre John Kearns, les enquêteurs se tournent vers d'autres suspects. On a fait le tour du voisinage et discuté avec les habitants. Ils nous ont dit de nous intéresser au fils du propriétaire de la maison louée par Sarah Green Hall, Colin MacLeod. Au cours de notre enquête, on a discuté avec des habitants qui ont dit qu'ils se méfiaient de lui. Colin MacLeod avait à peu près le même âge que Sarah. Je crois qu'à un moment donné, les policiers se sont demandé s'ils étaient proches, s'il avait un faible pour elle, s'ils avaient eu une relation. Je me suis rendu au bureau du shérif du comté de Fauquier pour être interrogé. Je crois que la police s'est intéressée à moi parce que je vivais sur la propriété au moment des faits. C'était un peu perturbant. La police interroge Colin MacLeod sur son emploi du temps le soir où Sarah a été assassinée. Je n'étais pas présent ce soir-là. J'étais à Millwood en Virginie, chez un ami. Mes amis et moi sommes arrivés vers 7h30 ou 8h du matin, et en avançant dans l'allée, on a vu toutes les voitures de police autour de sa maison. Les enquêteurs ne sont pas convaincus par l'histoire de Colin MacLeod, et ils décident de le soumettre au détecteur de mensonges. J'ai appris que Colin MacLeod avait passé le test avec succès. Et quand les enquêteurs ont réussi à vérifier son alibi, il a été rayé de la liste des suspects. On a établi que Colin MacLeod n'était pas impliqué dans sa mort. Un meurtre est une chose terrible. Et j'imagine à quel point ça a dû être horrible pour elle. Peut-être qu'elle était engagée dans quelque chose dont elle n'arrivait pas à sortir. Peut-être que le tueur était quelqu'un qu'elle connaissait. Les enquêteurs sont de retour à la case départ, et ils décident de ne négliger aucune piste. L'enquête comportait diverses ramifications qui devaient toutes être examinées. Le fait qu'elle soit journaliste d'investigation pour le Winchester Star, pouvait-il avoir contribué à sa mort? Sur quoi elle travaillait? Quel sujet elle couvrait? Enquêtait-elle sur une affaire qui aurait pu contrarier quelqu'un au point qu'il veuille sa mort? On a appris qu'elle participait à une enquête d'envergure. Dans les semaines et les mois qui ont précédé la mort de Sarah, elle écrivait des articles sur la maltraitance animale et plus particulièrement sur un homme appelé Russell Ebersol. Aberdeen Acres était un chenil que Russell Ebersol avait ouvert. Un ancien employé affirmait que Russell Ebersol maltraitait les animaux dans cet établissement. Sarah aimait les animaux, et je crois que cette affaire l'a particulièrement touchée. Elle tenait vraiment à faire éclater la vérité. Ce genre d'histoire, dans une petite ville comme Winchester, a un fort retentissement. Russell Ebersol appelait régulièrement Sarah après la parution de ses articles, et il la critiquait pour ce qu'elle avait écrit.
Elle avait souvent expliqué qu'elle ne voulait pas que Russell Ebersol connaisse son adresse personnelle. Elle a même dit un jour, sur le ton de la plaisanterie, « Si jamais on me retrouve morte, assurez-vous que Russell Ebersol soit sur la liste des suspects. » Les enquêteurs décident de se pencher sur Russell Ebersol et ses relations avec Sarah. On a appris que leur relation était tellement tendue qu'il était question que Sarah témoigne dans cette affaire de maltraitance animale. C'était donc une découverte assez capitale. Russell Ebersol avait engagé des poursuites au civil pour diffamation. Sarah pouvait être appelée à la barre pour parler de ce qu'elle avait trouvé en tant que journaliste sur ses accusations de cruauté envers des animaux. Et elle pouvait potentiellement lui faire perdre son procès. On pouvait en déduire qu'il voulait peut-être la mort de Sarah. La police scrute de très près Russell Ebersol, mais à la fin, elle conclut qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Sarah Greenhall. Cet individu a été écarté après enquête. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le meurtre et l'enquête piétine. J'étais extrêmement déçue et en colère, parce qu'on avait passé beaucoup de temps à discuter avec le bureau du shérif du comté de Fauquier pour savoir s'il y avait quoi que ce soit de nouveau. Mais il ne se passait rien. C'est alors qu'un témoin se présente avec des informations sur le premier suspect potentiel auquel il s'était intéressé, John Kearns. On a découvert qu'il y avait une ex-femme et des dossiers judiciaires dont on n'avait pas eu connaissance lors de notre première entrevue avec lui. Il était accusé de violence conjugale. J'ai passé beaucoup de temps à éplucher des documents concernant John Kearns. J'ai réussi à obtenir son dossier de divorce auprès d'un tribunal local. Et il décrivait un nombre important de violences. Ces documents nous ont montré que c'était un individu très instable. J'ai découvert qu'il avait un comportement très inquiétant, notamment dans sa vie sentimentale. Dès que j'ai appris tout ça, j'ai appelé le bureau du shérif du comté de Fauquier. Je m'appelle Debbie Hardin. Je suis l'ex-femme de John. Je n'ai jamais parlé de tout ça. Mais il y a une part de moi qui a fini par se dire « Allez, il est temps de raconter mon histoire ». J'ai reçu un appel du bureau du shérif du comté de Fauquier. Ils m'ont demandé de venir pour leur parler de John. John et moi nous sommes rencontrés en 2004. Il était drôle, il pouvait être un vrai bout en train, il était très charismatique. Il pouvait vous donner l'impression de vous aimer follement et d'être le centre de sa vie. C'était sa technique pour vous accrocher. Au cours de nos 7 ans de relation, les violences sont allées crescendo. Un terrible incident survenu un an plus tôt est resté gravé dans la mémoire de Debbie. John et moi nous sommes séparés en 2011. En juillet, j'ai pu emménager dans une maison que j'avais louée. Je n'avais pas grand-chose. Mais au moins, j'étais en sécurité. J'avais un canapé sur lequel m'asseoir. J'avais réussi à récupérer un lit. Je me disais, tout va bien, ça va aller. Le 31 juillet, j'ai commencé à recevoir des textos de John le matin qui étaient bizarres et inquiétants. Il disait qu'il fallait qu'on se remette ensemble, qu'il allait m'aimer comme aucun homme n'avait aimé aucune femme. Il me bombardait de textos. J'en recevais un toutes les minutes. Et j'ai fini par lui dire stop. Quelques jours plus tard, il a commencé à m'appeler. Puis, 10 à 15 minutes plus tard, on a entendu une portière claquer.
Mon fils de mon premier mari a regardé par la fenêtre et il a crié, pile quand j'arrivais à la porte, « Maman, c'est John !» J'ai commencé à paniquer. Il marchait vers la porte d'entrée. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Il cognait à la porte. Il appuyait sur la sonnette. Il me criait d'ouvrir la porte. Ensuite, il s'est placé devant la fenêtre et c'est là que j'ai vu qu'il avait un couteau de chasse à la ceinture. Il a tapé à la porte avec son couteau alors que je reculais vers les escaliers et il a dit « Tu es morte ». Je me suis figée. Son regard était terrifiant. J'ai commencé à crier. Je me disais « Il va me tuer, il va me tuer ». Heureusement, j'ai entendu les sirènes de la police au loin. John a entendu aussi et tout à coup, il s'est éloigné de la fenêtre. Et j'ai entendu ce gros clac, clac, clac. Mon fils a dit « Maman, il est en train de crever tes pneus ». Ensuite, on a entendu ce crissement insupportable et il a ajouté « Maman, il règle ta voiture ». Puis il est monté dans sa voiture et il est parti. Juste après, je suis allée déposer une demande d'ordonnance de protection. Mais alors qu'elle attend sa convocation pour cette ordonnance, Debbie dit que ses problèmes avec John Kearns n'ont fait que s'aggraver. Le 4 août, il m'a dit qu'il avait brûlé toutes mes affaires. Je voulais savoir s'il avait vraiment tout brûlé ou s'il restait des choses que je pouvais récupérer. Donc, avec mes parents et mes enfants, on est allé chez lui. Il avait fait un gros feu dans son jardin. J'ai pris des photos et j'ai trouvé des morceaux de cadre et de ma robe de mariée. Il ne restait que des petits morceaux. Après, mes parents m'ont emmené en dehors de l'État en attendant que l'ordonnance de protection soit appliquée. J'ai découvert que 2 jours après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, John a eu un incident sur la route. D'après les dossiers judiciaires, un motard lui a coupé la route et John lui a coupé la route en retour. John est descendu de sa voiture et il a commencé à frapper ce monsieur. Il s'est mis à le rouer de coups. Il a été arrêté pour agression. Son état mental semblait évoluer vers quelque chose d'encore plus dangereux. Le 7 octobre 2011, le tribunal du comté de Prince William a ordonné à John Kearns de suivre des ateliers de gestion de la colère et de suivre une thérapie. Toutes ces informations dressent un tableau hypothétique de ce qui aurait pu se passer entre John Kearns et Sarah. Il était sujet à des excès de violence et de colère. Sarah, elle, avait un caractère très affirmé. Si elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Sa famille dit qu'elle fréquentait un homme appelé John Kearns, un individu au passé trouble. Les éléments commençaient à s'accumuler. Quand vous mettez 2 personnes comme celle-ci ensemble, ça peut être explosif. Direction la Virginie pour le meurtre mystérieux d'une journaliste locale retrouvée morte dans sa maison. Quand j'ai appris pour Sarah et que je l'ai vue en photo, je me suis vue, moi. À mes yeux, il y avait des similitudes. Quand j'ai lu qu'il était allé chez Sarah, ça m'a rappelé quand il était venu chez moi et qu'il avait menacé de me tuer. Quand Sarah a été assassinée, il encourait jusqu'à 3 mois de prison pour avoir violé mon ordonnance de protection. Il avait l'interdiction totale d'entrer en contact avec moi. Un jour, il m'avait même appelé 23 fois d'affilée.
Techniquement, c'était une violation de mon ordonnance de protection. Pour moi, ça montrait à quel point il était devenu perturbé. C'est à cette période que Sarah Green-Hall a été tuée. Je me sentais très mal. Si John était le meurtrier, j'étais responsable. C'était contre moi qu'il était en colère. Les éléments s'accumulaient de plus en plus, et cet individu est devenu un suspect. Et à la fin, il était même plus que ça. L'avocat de John Kearns confirme qu'il est suspecté du meurtre. Il est connu pour des faits de violence. Il a été cité au tribunal pour avoir harcelé d'appel son ex-femme. On a eu plusieurs entretiens avec lui. Il a accepté de nous donner accès à ses comptes sur les réseaux sociaux. Des enquêteurs ont regardé pendant qu'on parlait avec lui, et ils ont découvert qu'il avait supprimé des informations concernant Sarah et lui sur son téléphone. On l'a interrogé là-dessus, il n'a pas fourni d'explication claire. Au cours du dernier interrogatoire, l'étau s'est resserré. Il a demandé à avoir un avocat et l'entretien a pris fin. Malgré les preuves dont la police dispose contre John Kearns, le procureur ne le poursuit pas en justice. La dispute chez lui se poste sur les réseaux sociaux quelques heures avant sa mort. Une seule personne connaît la vérité derrière tout ça, et elle est morte. Tout portait à croire qu'on était sur la bonne voie et qu'on tenait le bon suspect. Mais c'était surtout des présomptions à ce stade. Les semaines et les mois se changent en années, et la police n'a toujours aucune nouvelle piste. Sarah Green-Hall a été assassinée il y a 6 ans, mais personne n'a encore été arrêté. Aujourd'hui, les enquêteurs disent qu'ils réévaluent les preuves et qu'ils travaillent en étroite collaboration avec le procureur et le laboratoire d'analyse médico-légale, dans l'espoir de confondre son meurtrier. Plus de 10 ans après le meurtre de Sarah, aucun suspect n'a jamais été poursuivi. Je pense que l'affaire est classée et qu'ils ne font plus grand-chose. Il devrait se passer quelque chose. Celui qui a fait ça ne doit pas rester impuni. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'un élément nouveau survienne. Sarah serait très déçue de savoir que personne ne fait rien. Je ne m'en occupe plus depuis plusieurs années. J'ai pris ma retraite en 2020. De mon point de vue, on a fait de notre mieux à l'époque. Et on était sur la bonne voie. Personnellement, je sais qui a tué Sarah Green-Hall. Seulement, on n'a pas été en mesure de le prouver au tribunal. Aujourd'hui, l'équipe chargée de l'enquête examine toujours l'affaire. Je m'appelle Maggie Cleary-Kilgore. Je suis substitute du procureur dans le comté de Culpeper. J'ai été nommée procureur spécial dans cette affaire. L'enquête sur la mort de Sarah Green-Hall est toujours ouverte et en cours. Je ne veux pas qu'on pense qu'on s'intéresse à un seul individu. On souhaite recevoir des informations et nous pencher sur de nouvelles pistes éventuelles. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'obtenir justice pour la famille de Sarah. Ce sont mes carnets pour mon enquête sur le meurtre de Sarah. Je suis journaliste depuis 10 ans et ce sont les seuls carnets que j'ai conservés. Je les garde parce que je me dis qu'ils pourraient être utiles un jour, si l'affaire passe en justice. Je veux que les choses avancent. Quelqu'un doit faire quelque chose. C'est la Trinity Episcopal Church, l'église où se sont déroulées les obsèques de Sarah Green-Hall. Elle est enterrée à côté.
Voici la tombe de Sarah Green Hall. J'espère que la mère de Sarah pourra voir le jour où l'assassin de sa fille sera traduit en justice. 12 ans ont passé. J'étais convaincue que l'affaire finirait par être résolue. Mais à présent, j'ai des doutes. J'ai 94 ans. J'aimerais que l'affaire soit résolue de mon vivant. C'est une tragédie terrible qu'une personne comme elle ne soit plus là. Sarah, à bien des égards, a vécu une vie dont beaucoup de gens rêvent. Elle était animée d'un enthousiasme débordant. Sa mère m'a donné la plaque d'immatriculation de sa voiture. Carpe diem était sa devise. Elle vivait l'instant présent. C'était Sarah Libby Green Hall. Elle n'est plus là. Mais je vais faire en sorte que son souvenir soit préservé. J'ai gardé beaucoup de ses vêtements et je les porte. Ma fille portait cette bague tous les jours. Je mets ses affaires parce que ça me fait me sentir mieux. J'ai beaucoup appris en étant sa mère. On a vécu de très bons moments ensemble. C'est extrêmement triste. Et c'est très dur de penser qu'une chose pareille ait pu arriver. J'ai encore du mal à y croire. Elle avait tant à offrir et tant de choses à accomplir. Je pense qu'elle aimerait qu'on se souvienne d'elle comme d'une très bonne journaliste et photographe. Une personne capable de changer la donne et de marquer l'histoire. Quelqu'un qui avait une vision claire des choses et qui était capable de faire changer les choses dans le monde. Sarah aurait adoré être là et participer. C'est le genre de travail qu'elle voulait faire. Elle aurait voulu que le mystère soit résolu, parce qu'il y a un tueur en liberté quelque part. Dans une petite ville oubliée par les grands plans d'urbanisme, nichée entre une gare désaffectée et une rivière dont l'eau coulait si lentement qu'elle semblait parfois hésiter à continuer son chemin, se trouvait une échoppe modeste. C'était une boutique minuscule, coincée entre une épicerie qui survivait grâce aux habitués et un magasin de journaux dont les volets restaient plus souvent fermés qu'ouverts. L'enseigne, légèrement bancale, portait en lettres effacées « Cordonnerie Martin ». Martin, c'était lui. Un homme aux cheveux grisonnants, aux mains tannées par le cuir et la colle, au dos courbé par des années passées à se pencher sur des semelles fatiguées. On le voyait rarement ailleurs que dans sa boutique. Et même lorsqu'il sortait pour descendre la poubelle ou acheter du pain, il marchait comme si la ville entière était trop vaste pour lui. Son atelier sentait le cuir humide, la cire chaude et la poussière de bois. Chaque recoin témoignait d'une histoire. Des clous rouillés conservés dans de vieux bocaux, des semelles empilées dans des caisses, des boîtes à cirage ouvertes, oubliées, laissant s'échapper des nuances d'odeurs sombres et sucrées. Les gens disaient donc que Martin avait le don de redonner vie aux chaussures mortes. Un miracle discret, presque invisible, mais qui rendait leurs pas plus sûrs à ceux qui poussaient à la porte de sa boutique. Mais il y avait, sur une étagère du fond, une paire de chaussures différentes des autres. Des chaussures rouges. Elles n'appartenaient à personne, ou du moins plus à personne. Légèrement usées, mais toujours éclatantes, elles reposaient là comme deux fruits mûrs oubliés dans une corbeille de bois. Certains clients les avaient remarquées. « Elles sont à vendre ?» avait-on demandé un jour. Martin avait simplement secoué la tête, puis, d'une voix basse, presque gêné, il avait répondu « Non, elles attendent ». Et il n'en disait pas plus. Les chaussures rouges attendaient. Chaque matin, lorsqu'il ouvrait sa boutique, Martin les regardait un instant, comme on salue une vieille connaissance.
Puis il se mettait à l'ouvrage. Coller une semelle, recoudre un cuir, cirer une botte. Les gestes, toujours les mêmes, formaient une liturgie silencieuse. Le bruit régulier du marteau, le crissement des fils cirés, le souffle discret de la colle chauffée. Tout cela composait une musique lente, familière, que seuls les clients attentifs pouvaient apercevoir. Dans ce décor humble et tranquille, il y avait pourtant une solitude épaisse. Martin vivait seul. Sa femme était partie il y a longtemps, fatiguée de cette vie rythmée par les chaussures d'autrui, par l'attente interminable d'un mari qui, même à table, pensait au cuir et aux talons. Ses enfants, devenus adultes, vivaient à des centaines de kilomètres, et leurs appels se faisaient rares. Alors, ses seules conversations régulières étaient avec les clients, qui, souvent, ne restaient que le temps d'un dépôt ou d'un retrait. Un soir d'hiver, tandis qu'il rangeait ses outils, un souvenir l'envahit sans prévenir, celui d'une petite fille. Elle portait, lui semblait-il, ses fameuses chaussures rouges. Elle brillait dans ses yeux comme un éclat de joie. Elle riait, tournoyait, courait. Martin secoua la tête, chassa cette image. Il se disait parfois que la mémoire lui jouait des tours, qu'il inventait des histoires pour combler le silence. Mais les chaussures restaient là, immobiles, comme un rappel silencieux d'un passé qu'il n'osait pas nommer. Les journées se succédaient, lentes, presque identiques, jusqu'au jour où la clochette de la porte tinta différemment. Une jeune femme entra. Ses pas résonnaient, avec une hésitation douce, comme si elle n'était pas certaine d'être au bon endroit. Elle tenait dans ses mains une paire de ballerines déchirées, presque irrécupérables. Ses yeux, fatigués, portaient une tristesse discrète. « Bonjour, dit-elle timidement. On m'a dit que vous pouviez réparer ce que d'autres ne réparent pas. » Martin leva la tête, observa la paire. Elle était effectivement en très mauvais état. La semelle arrachée, le tissu effiloché. Mais il n'en dit rien. Il hocha simplement la tête. « Laissez-les-moi. »« Vous croyez que c'est possible ?» demanda-t-elle, comme si elle cherchait à croire en quelque chose d'improbable. Il répondit de cette voix grave et lente qui le caractérisait. « Tout est possible. Il suffit d'y mettre le temps. » La jeune femme sourit faiblement, posa les chaussures, puis ajouta « Elles appartenaient à ma mère. Elle n'est plus là, mais j'aimerais les garder. » Martin hocha de nouveau la tête et sans le dire comprit. Il comprit que parfois réparer une chaussure, c'est réparer un souvenir. Elle repartit, laissant un parfum léger dans l'air, un parfum qui se mêla à celui du cuir et du cirage. Et Martin, seul à nouveau, se surprit à regarder plus longtemps les chaussures rouges sur l'étagère, comme si elles venaient de s'agiter, de lui rappeler qu'elles aussi, un jour, avaient appartenu à une histoire. Ce soir-là, il ne ferma pas sa boutique à l'heure habituelle. Il resta assis, les mains posées sur l'établi, les yeux fixés sur le vide. Et pour la première fois depuis longtemps, il parla à voix haute dans le silence de l'atelier. « Elles t'attendent donc toujours, tu sais ?» Les murs, imprégnés de cire et de mémoire, gardèrent ces secrets. Seules les chaussures rouges semblaient avoir entendu. Le lendemain, la lumière s'ouvrit comme un rideau timide derrière la vitrine. Martin avait dormi peu, la joue encore marquée par le bord du tabouret. Il resta un moment immobile à écouter la boutique respirer avec ses petits craquements de bois et ses odeurs mêlées de cire et de colle. Puis, il se leva, régla la clochette de la porte, vérifia l'aiguille de l'horloge murale, toujours 1 minute trop lente, et posa les ballerines déchirées au centre de l'établi. Il les observa longtemps, non pas comme un objet à réparer, mais comme on regarde une photographie où l'on cherche, derrière le visage, un pays entier. Le cuir, aminci par des années de gestes doux, gardait la trace de celui qui l'avait aimé. Une mère, avait dit la jeune femme. Martin passa la main et le cuir sembla frissonner. Il disposa ses outils dans l'ordre qu'il connaissait par cœur. À gauche la pince-tenaille, le tranchet, le mèche-cuir, à droite la laine, les aiguilles courbes, les fils cirés lovés comme de petites couleuvres sombres. Au centre, la colle blonde dans son pot de verre, la brosse au poil court, 2 chiffons de coton. Il y avait, près de l'étau, un pot d'un rouge profond qui ne servait presque jamais.
Martin effleura son couvercle, puis le retira comme on ouvre une boîte à musique que l'on n'a pas écoutée depuis longtemps. L'odeur monta, rassurante et ancienne. Il n'était pas encore temps de l'utiliser, mais savoir que ce rouge patientait lui donna une étrange sensation de compagnie. Il commença par découdre, tranquillement, chaque point du talon, sans brutalité. Les fils venaient l'un après l'autre, parfois résistants, parfois dociles, et il les déposait sur la table dans un petit tas qui s'agrandissait comme un nuage de poussière rousse. À mesure que le cuir s'ouvrait, apparaissaient des strates d'histoire, la doublure usée là où le pied s'était le plus appuyé, une petite coupure colmatée, à la hâte, avec un ruban adhésif, la semelle intérieure noire d'un été de pas. Martin, penché, avançait sans presser, et chaque geste lui donnait le sentiment d'être au service non seulement d'une chaussure, mais d'un pont invisible entre la feuille et la mer. La clochette tinta. Madame Rosa, qui tenait l'épicerie d'à côté, passa la tête. Elle portait un sac de viennoiserie et cet air d'oiseau affairé qui n'appartenait qu'à elle. « J'ai trop cuit, dit-elle, mensonge tendre, prenez ça avant que ça refroidisse. » Elle laissa sur le comptoir 2 croissants dodus, un pain au chocolat éclatant. Martin fit un signe de tête, remercia sans mot, et Rosa s'attarda, son regard attiré par les ballerines ouvertes. « On dirait une opération à cœur ouvert, murmura-t-elle. « C'en est une, répondit Martin sans lever les yeux. Rosa déposa sa main chaude sur l'épaule du cordonnier. « Ce week-end, la fanfare joue sur la place, vous pourriez venir, ça vous ferait de l'air. »« L'air entre ici, dit-il doucement, et puis, ici, il jouait aussi. » Il montra d'un geste le marteau, les filles, les cuirs. Rosa sourit et s'éclipsa, sachant qu'insister, avec Martin, c'était un peu comme frapper sur une porte dont on connaît le battant fêlé. On risque de l'achever. Le cordonnier se remit au travail. Il nettoya la semelle avec un mélange d'alcool et de patience, gratta les résidus de colle ancienne, posa la chaussure dans l'étau, comme on enveloppe un enfant qui s'agite, la rassura presque. Puis il tailla une nouvelle semelle intérieure, fine, souple, dans un cuir clair. Il la présenta à la ballerine, la laissa prendre la température du lieu, respira. Au moment délicat, Martin retenait son souffle comme si son propre souffle pouvait dévier la couture. La laine perça le cuir avec un bruit mat, la première fois comme une hésitation, la deuxième avec certitude et la troisième devint musique. Il cira le fil entre ses doigts, la cire le rendit lisse, docile, et lorsque l'aiguille passa, on aurait juré que le temps ralentissait pour regarder faire. À mi-chemin, il s'arrêta. Son regard, sans le vouloir, s'était posé sur l'étagère du fond, les chaussures rouges brillaient faiblement, comme si le soleil, à travers la vitrine, avait trouvé le sentier précis pour les caresser. Martin se leva, traversa la pièce. Il dut écarter quelques boîtes pour les saisir. Leur poids dans ses mains avait quelque chose de familier, comme un livre que l'on connaît par cœur et qu'on n'ose plus relire. Les coutures étaient impeccables, le cuir encore souple, la bride à peine assouplie par l'usage. Il pensa, fugitive douleur, à une petite main qui se serait accrochée là pour courir plus vite. Il faillit les reposer, mais ses doigts insistèrent, et il les emporta jusqu'à l'établi. Il ne fit rien de spectaculaire. Il souffla la poussière avec un pinceau fin, posa un peu de lait nettoyant, essuya doucement. Le rouge se réveilla sous le chiffon, plus profond, plus chaud. Il ouvrit alors le pot de cirage rouge. Son index trempa à peine, une touche, une caresse. Le cuir buvait, reconnaissant, et Martin eut l'impression absurde de nourrir un animal fidèle. Il les plaça ensuite à côté des ballerines en chantier, et ce voisinage lui donna un vertige. Le rouge vibrant d'un côté, de l'autre le beige humble des chaussures fatiguées. Entre elles, un espace où il sentit se lever quelque chose comme une conversation. Quand la clochette tinta une nouvelle fois, l'après-midi avait déjà frotté son dos au carreau de la vitrine. La jeune femme était là. Elle portait un manteau trop léger pour la saison et ses mains jouaient nerveusement avec une pochette en tissu. « Je passais par là, dit-elle, comme si c'était l'explication la plus simple du monde à une visite où le cœur prend les devants. Je ne voulais pas déranger. »« Vous ne dérangez pas ?» Ils restèrent un instant silencieux à écouter le tic-tac un peu traînant de l'horloge.
La jeune femme remarqua les chaussures rouges. Ses yeux s'y accrochèrent comme on s'arrête sur un tableau dont on aurait déjà rêvé la scène. « Elles sont magnifiques, murmura-t-elle. À qui sont-elles » Martin baissa les yeux. « Elles attendent, dit-il. » Il n'ajouta rien, elle n'insista pas, comprenant que parfois la pudeur est une forme de respect. « Je m'appelle Clara, ajouta-t-elle soudain, comme si donner son nom pouvait créer un pont. Ma mère s'appelait Hélène. Elle portait ses ballerines quand elle dansait dans la cuisine. Elle n'était pas danseuse, pas vraiment, mais elle mettait une vieille chanson de Piaf, et elle tournait avec la casserole comme si elle avait un partenaire invisible. Un sourire traversa le visage de Clara et se posa timidement sur les lèvres de Martin. « Les chaussures conservent les gestes, dit-il. Quand je les touche, je les entends. »« Qu'entendez-vous » Il hésita. L'endroit où l'on appuie trop fort quand on veut tenir bon, le pas qui se traîne un jour de pluie, le saut minuscule quand on a une bonne nouvelle. Ça paraît idiot. « Ça ne l'est pas, répondit Clara. Je crois que c'est pour ça que je voulais les sauver, pour qu'elles me rendent ses pas. » Elle s'assit sur la chaise près de l'établi, sans y être invitée, comme on s'assoit dans un lieu où l'on sent qu'il y a une place pour soi. Martin reprit sa couture, et la présence de Clara installa une lumière parallèle dans la pièce, faite de son souffle, de ses regards aux fenêtres, de sa façon d'immobiliser ses mains pour ne pas déranger la suite du point. Un garçon déboula, la joue rougie par le froid, une basket à la semelle pendante. « C'est pour le foot, monsieur, c'est toute ma vie. » Il avait des yeux plus grands que ses mots. Martin prit la chaussure, la tourna, coupa la partie décollée, posa une colle souple, appuya 1 minute, puis passa 2 agrafes propres. Le garçon tendit 3 pièces sur le comptoir, la monnaie cliqueta comme un petit chagrin. Martin referma sa main sur l'argent et la repoussa. « Offre de la maison, dit-il. Mais promets-moi de ne pas jouer demain tant que la colle n'a pas dormi. »« Je promets, monsieur, je promets. » La joie du garçon traversa la boutique comme un courant d'air chaud, et Clara sourit sans regarder Martin par délicatesse pour lui laisser la pudeur de son geste. Quand ils se retrouvèrent deux, Clara demanda si elle pouvait apporter du thé le lendemain. Martin ne sut pas comment refuser une proposition qui ressemblait à une main tendue. Il acquiesça. Elle partit sur la pointe des pieds, comme si elle quittait une salle de répétition. Il resta un moment, les yeux posés sur la porte redevenue immobile, puis se remit au travail. Le fil avançait, précis, patient. Il remplaça la doublure, replaqua les bords, lustra la courbe. À la fin, il ouvrit un tiroir où dormait un sachet de fleurs séchées. Il en glissa un peu sous la semelle intérieure, mince secret, parcelle de douceur. Il ne le disait jamais, mais il aimait que les chaussures emportent une odeur de maison. La nuit finit par prendre la boutique doucement. Martin n'alluma pas la grande lampe. Il garda la petite, celle qui faisait un halo autour de l'établi, un rond de clarté comme un îlot. Il posa les ballerines finies à côté des rouges. Les 4 chaussures, côte à côte, formaient une frise silencieuse, le beige réparé, le rouge exaucé. Martin, les regardant, eut l'impression de voir 2 temps se saluer. Son esprit glissa vers une image. Une fillette, sur un trottoir de printemps, qui dessine à la craie des cases de marelle. Ses chaussures rouges sautent, légères, 1, 2, 3, ciel. Il se surprit à murmurer un prénom que la pièce n'avait pas entendu depuis des années. Puis il coupa net le fil de sa pensée, comme on rappelle un chien trop loin. Le jour suivant, Clara revint avec 2 gobelets fumants et une boîte de biscuits. Elle posa le thé près d'un pot de clous, comme si c'était leur place naturelle. Ils burent en silence, chacun regardant l'autre du coin de l'œil, chacun mesurant la distance à franchir pour parler sans froisser les fantômes. Martin lui tendit les ballerines. Clara les prit avec une sorte de révérence. « On dirait qu'elle respire à nouveau, dit-elle. Merci. »« Je n'ai fait que remettre du souffle là où il en restait encore, » répondit-il. Elle les chaussa. Le pied glissa comme une phrase bien dite. Elle fit 2 pas. Les lattes du parquet grinçaient différemment sous ce pas-là, et Martin sentit une pointe chaude dans la poitrine, quelque chose entre la fierté et le soulagement. Clara leva le regard vers lui. « Combien je vous dois ?»« Ce qu'elle vous rende, » dit-il. Et puis, tenez, il sortit d'un tiroir un petit flacon d'huile incolore.
une goutte de temps en temps et un chiffon doux. Ça prolonge les souvenirs. Clara sourit avec les yeux, ceux qui peuvent remercier sans ajouter un mot. Elle prit son portefeuille, insista, posa les billets sur le comptoir avec un geste décidé qui disait l'envie de participer, de faire circuler la bonté. Martin ne répondit pas, il rangea l'argent sans compter, par décence. Elle ne sortit pas tout de suite. Son regard revint, irrésistible, vers les chaussures rouges posées près de l'étau. « Vous savez, dit-elle, il y a des choses qui attendent si longtemps qu'elles deviennent des phares. On n'a pas besoin de savoir pour qui ils brillent. » Martin eut envie, soudain, d'ouvrir. Sa voix, quand elle vint, surprit autant Clara que lui. Elles appartenaient à une petite. Elle riait fort. Elle faisait des tours sur elle-même comme si le monde avait été inventé pour tourner avec elle. Et puis, elles sont restées. Clara ne questionna pas. « Vous n'êtes pas obligé de me dire, dit-elle. »« Je sais, » répondit Martin. « C'est pour ça que j'en dis si peu. Mais le rouge, vous voyez... » Il retient la lumière. Même quand on ferme les yeux, on le voit encore. Elle hocha la tête. « Je reviendrai, » dit-elle. « Pas pour les chaussures, pour prendre le thé peut-être. Si ça vous va, ça me va. » Aux jours qui suivirent, Clara passa sans raison précise. Une fois pour apporter des biscuits faits des maisons, une autre pour demander s'il y avait une bonne colle à recommander pour un sac, une autre encore parce qu'elle avait marché trop vite et qu'il faisait froid dehors. Chaque fois, elle restait un peu plus, partageait 2 ou 3 mots de sa vie. Un travail qu'elle venait de quitter parce qu'elle n'y trouvait plus de sens, un appartement où le chauffage cliquetait comme un cœur de fer, une sœur qui téléphonait souvent mais n'écoutait pas toujours. Martin, lui, livrait des détails qu'il ne donnait plus à personne. La façon dont il choisissait ses filles en les passant d'abord sur la lèvre pour sentir la cire, ce clou ancien qu'il gardait parce qu'un client lui avait dit, en riant, que c'était le clou du spectacle. L'horloge trop lente qu'il n'avait jamais réglée par superstition, car elle l'avait aidé un jour à ne pas rater un train qu'il ne voulait pas prendre. Un après-midi, un homme entra, costume froissé, mallette à la main, impatience sur le front. « J'ai une réunion, » dit-il. Le talon s'est arraché. C'est un naufrage. Martin prit la chaussure. On aurait dit un médecin qu'on réveille pour une urgence. Il recolla, serra, cloua, puis, avant de rendre, regarda l'homme dans les yeux. « Marchez moins vite en sortant. La colle, c'est comme nous. Elle a besoin d'un instant pour s'attacher. » L'homme hésita, ralentit, remercia d'un signe bref. Clara, qui avait assisté à la scène, souffla en riant. « Vous réparez les chaussures et vous donnez des ordonnances pour les vies. Ça fait beaucoup pour un seul homme. »« Je ne donne pas d'ordonnances, » dit Martin. « Je propose des temps de prise. » Le soir, quand la boutique fut vide, Clara posa la main sur les chaussures rouges. Elle ne les prit pas, elle ne les fit pas bouger. Elle posa simplement sa paume, légère, comme pour les saluer. Martin regarda ce geste et sentit, pour la première fois depuis longtemps, l'idée qu'un objet peut être confié, non pas perdu. Il ne le dit pas. Il retourna la pancarte de la porte, fermée, et accompagna Clara jusqu'au trottoir. La ville avait mis son manteau d'hiver, la rivière en contrebas tenait sa respiration, et la gare désaffectée leur tournait le dos avec sa dignité d'ancienne scène. « On croirait qu'elle attend encore un train, » dit Clara en désignant la gare. « Les lieux finissent par nous ressembler, » répondit Martin. « Certains attendent, d'autres repartent. » Il rêva cette nuit-là, mais ce ne fut pas un rêve de manque. Dans son sommeil, la fillette à chaussures rouges n'était pas un souvenir qui coupe. Elle était une présence qui pose la main sur l'épaule. Elle sautait et l'amarelle, puis s'arrêtait au milieu pour l'appeler. Il ne bougeait pas. Elle l'attendait. Et il comprenait, au lieu de se lever en sursaut, que toutes les attentes n'exigent pas les mêmes gestes, que certaines demandent d'ouvrir la porte pour laisser entrer, et d'autres d'ouvrir la fenêtre pour laisser sortir. Le lendemain, Martin posa les chaussures rouges sur l'établi, non plus à l'ombre mais près de la lampe. Il les cirait par petites touches, sans hâte, et leur rouge semblait apprendre une autre façon de briller, moins éclatante, plus profonde. Il fabriqua une boîte avec un vieux carton de belle tenue qu'il recouvrit d'un papier gris. À l'intérieur, il étendit un tissu blanc, simple, et glissa au fond un petit mot qu'il n'écrivit pas encore, laissant la place au mot qui viendrait quand il serait prêt.
La clochette tinta doucement. C'était un bruit qu'il connaissait déjà. Celui de Clara quand elle poussait la porte sans se décider à entrer. Franchement, comme si elle respectait l'air du lieu. Elle apportait une petite plante verte, une bouture généreuse. Pour la fenêtre, dit-elle, ça tient bien au froid et ça aime la lumière paresseuse. Martin prit la plante, regarda la fenêtre, qu'il n'avait jamais décorée que de poussière honnête, et chercha une place qui ne gênerait pas le travail. Ils s'occupèrent ensemble de la déposer dans un pot ébréché. Ils remuèrent la terre en riant de ne pas savoir exactement comment l'on s'y prend, et quand ce fut fait, la boutique parut différente, comme si elle avait appris un nouveau mot. « Vous avez déplacé les rouges », remarqua Clara. « Oui. J'essaye de leur apprendre à ne plus attendre dans le noir. » Elle sourit. « On peut apprendre ça à des chaussures ?»« On peut l'apprendre à un homme, dit-il. »« Alors, aux chaussures, ce doit être possible. » Ils burent leur thé près de la plante. Les passants glissaient dans la rue, capuche relevée, sac serré. Une vieille dame entra timidement, demanda si on pouvait remettre une bride à une sandale hors saison, pour être prête, précisa-t-elle, et Martin s'exécuta. Il y a des demandes qui donnent l'impression que l'avenir est une pièce déjà tiédie. En raccompagnant la dame, il songea que réparer n'est pas toujours corriger le passé. C'est parfois desserrer doucement une porte sur deux mains. Dans l'après-midi, Clara évoqua sa mère davantage, pas avec l'insistance de ceux qui veulent déballer, avec la retenue de ceux qui savent que nommer, c'est parfois suffisant. Elle n'aimait pas les adieux, dit-elle. Elle disait toujours « à tout à l'heure », même quand elle savait que ce serait longtemps. Je crois que j'ai hérité de cette façon de ne pas fermer les phrases. Les phrases fermées sont lourdes à porter, répondit Martin. Et puis, une chaussure n'est jamais vraiment finie. On peut recoudre, recirer, réapprendre son pas. Clara baissa les yeux vers les rouges. « Si un jour vous avez envie de me raconter, je sais écouter. »« Vous écoutez déjà, dit Martin, et c'est beaucoup. » Le soir venu, quand il se retrouva seul, il prit un crayon et écrivit enfin le mot qu'il glisserait au fond de la boîte grise. Ce ne furent que quelques mots, simples, droits, qui tenaient dans la paume. Pour celle qui reviendra quand elle voudra. Je suis là. Il ne signa pas. Il n'y avait pas besoin. Les rouges à côté semblaient s'être posés. Il referma la boutique, avec ce geste 1000 fois répété qui, ce jour-là, avait une nuance de nouveauté. Dans la rue, il marcha un peu plus lentement que d'habitude. Ses pas, sur le trottoir froid, avaient perdu leur précipitation silencieuse. Il prenait le temps de toucher chaque dalle. Il arriva jusqu'au pont, regarda la rivière qui hésitait encore et s'autorisa une phrase à mi-voix. « On peut apprendre à ne plus s'absenter de soi. » Au retour, il croisa Madame Morosa qui tirait son rideau métallique. « Vous venez samedi pour la fanfare » demanda-t-elle, l'air de rien. Il pensa au rouge près de la lampe, à la plante verte sur la fenêtre, au thé qui refroidissait trop vite, à la promesse qu'il n'avait jamais formulée autrement qu'en silence. « Peut-être, dit-il. À tout à l'heure. » Rosa eut un sourire qui savait lire plus loin que les mots. « À tout à l'heure, » répéta-t-elle. Il rentra, se fit chauffer une soupe claire, coupa du pain, posa le bol sur la petite table ronde. La maison, comme la boutique, conservait ces odeurs de cuir et de cire qui s'infiltrent dans les cheveux, les rideaux, jusque dans les rêves. Il ne chercha pas à les chasser. Il pensa à Clara chaussant les ballerines, au garçon qui ne jouerait pas au foot demain parce que la colle doit dormir, à l'homme pressé qui marcherait plus doucement. Et au milieu de ces figures, une place restait pour une fillette qui sautait à la marelle. Dans sa tête, il dessina la craie, les cases, le mot « ciel ». Il ne força pas le ciel à venir. Il se contenta d'ouvrir la fenêtre un instant pour laisser entrer l'air, puis il la referma, doucement, comme on borde quelqu'un. La nuit, pas tout à fait noire, tenait encore la promesse d'un matin. Dans les chopes, les rouges se reposaient, les ballerines respiraient, la plante apprenait la boutique et l'horloge continuait d'être une minute en retard. Juste assez pour que la vie reprenne son souffle entre deux battements. Le samedi arriva avec une lumière pâle qui se frayait un chemin entre les nuages comme un ruban. Martin ouvrit la boutique un peu plus tôt que d'habitude, sans se presser pourtant, comme on ouvre une page qu'on a envie de lire lentement.
La plante sur le rebord de la fenêtre avait redressé 2 feuilles pendant la nuit. Un effort minuscule et pourtant visible, et cela l'émut d'une façon qu'il n'aurait pas su expliquer. Il posa la bouilloire, rangea machinalement les outils sur l'établi, puis s'arrêta devant la boîte grise. Il souleva le couvercle, vérifia que le petit mot n'avait pas bougé, comme si les phrases pouvaient glisser pendant le sommeil, et reposa le papier sur le tissu blanc. Les chaussures rouges, elles, attendaient près de la lampe, rouge apaisé, rouge profond, un rouge qui ne criait plus. La clochette tinta tôt. C'était le garçon au ballon de la veille, celui qui avait promis de ne pas jouer pendant que la colle dormait. Il tenait sa basket comme un trophée, et ses yeux lançaient des étincelles de l'intérieur. « J'ai attendu, monsieur. J'ai pas joué hier. Mais ce matin, j'ai essayé dans le salon, et ça tient comme un rocher. » Il posa sur le comptoir une feuille arrachée d'un cahier. Un dessin maladroit représentait une chaussure avec une cape et un sourire. En dessous, en lettres serrées, « Merci, docteur Despas. » Martin eut un sourire qui n'avait pas servi depuis longtemps. « Garde la cape, dit-il. Elle t'ira pour les matchs difficiles. » Le garçon éclata de rire, repartit en courant, et la boutique, l'espace d'un instant, sut ce que c'était que d'être un terrain de jeu. Vers 10 heures, Clara poussa la porte avec cet élan retenu qui lui était propre. Elle portait une écharpe claire et un sac où cliquetaient 2 tasses en porcelaine. Elle posa tout sur le comptoir, sortit un petit thermos, et l'odeur du thé au jasmin s'installa dans la pièce comme une musique douce. « C'est aujourd'hui la fanfare, dit-elle. Si vous avez envie, on peut y aller ensemble. On n'est pas obligé de rester longtemps. » Martin regarda la rue, la lumière qui s'y promenait, puis les rouges près de la lampe. Il avait toujours trouvé 1000 raisons de ne pas sortir, mais ce matin, il n'en trouva aucune qui tienne. « D'accord, répondit-il simplement. Je ferai un panneau. De retour bientôt. » Il écrivit ces mots d'une écriture qui cherchait son aplomb, accrocha le carton derrière la vitre. Avant de sortir, il se retourna vers l'atelier, glissa la boîte grise sous l'établi, non pour cacher, mais pour la savoir à l'abri, puis éteignit la petite lampe. La place sentait la laine des manteaux et la pâte des gaufres. La fanfare essayait un morceau, puis un autre, des notes s'échappaient, hésitaient, revenaient, s'accordaient. Rosa agitait la main devant l'épicerie. Elle avait préparé une table avec des verres en plastique et des tranches d'orange. Et quand elle vit Martin, son visage se fendit d'un sourire large qui disait « Tu as fait un pas ». Clara et lui se tinrent un peu en retrait, près d'un banc encore humide. Les musiciens s'installèrent, la grosse caisse, les trompettes, les clarinettes, et le chef leva la main. La première chanson fut une valse ancienne. Martin se sentit déplacé de quelques centimètres vers un temps plus léger. La valse avait cette façon de ne pas brusquer tout en invitant, et le pavé vibrait sous les pas de ceux qui s'essayaient à tourner. « Vous dansiez, autrefois » demanda Clara, sans ironie. Il secoua la tête. Je regardais, et je pensais que regarder suffisait. Je me trompais, je crois. Elle ne répondit pas. Elle laissa la musique travailler comme on laisse un remède fondre lentement. Au deuxième morceau, plus joyeux, 2 enfants passèrent en zigzag entre les jambes des adultes. L'un d'eux portait des chaussures trop grandes, et son rire allait plus vite que ses pieds. Martin le suivit des yeux, pensa à la marelle, au mot « ciel » écrit à la craie, à la façon qu'ont les enfants de sauter, comme si le sol offrait un secret à chaque appui. Ils restèrent 1 heure. Rosa leur apporta 2 verres de jus, raconta qu'un ancien de la fanfare avait repris le tuba, malgré l'arthrose, parce qu'on n'oublie pas ce qui vous a tenu dans les grands virages. Un jour d'orage, dit-elle, la musique avait continué dans la salle de classe de l'école primaire, et depuis, quand il pleut, il sourit. Martin écouta. Il s'étonna de sentir en lui des morceaux de phrases se ranger, comme des outils. On n'oublie pas les grands virages. Quand il pleut, il sourit. Il pensa qu'un atelier n'est pas seulement un lieu de choses à réparer, mais un abri à mots qui cherche à tenir debout. Sur le retour, ils prirent le chemin qui longeait la rivière. L'eau, encore hésitante, portait des reflets de zinc et les branches nues griffaient un ciel sans colère.
La gare désaffectée veillait, lointaine, avec ses fenêtres comme des paupières fatiguées. « On dirait une vieille photo », dit Clara en montrant l'ensemble de ce gris calme. « Les vieilles photos ne bougent pas », répondit Martin. « Cette ville-ci, même si c'est au ralenti, il le dit sans tristesse. Comme on constate que l'herbe pousse par obstination, et que c'est ainsi qu'elle gagne doucement. » Quand ils revinrent à la boutique, Martin enleva le panneau de la vitre. Il eut un petit mouvement d'appréhension, ce vagabond silencieux qu'on ramène toujours sans s'en rendre compte. Tout était à sa place. La plante sur le rebord, la lampe éteinte, l'établi bienveillant. Il ralluma la lumière, remit sa blouse. Clara, en découvrant la boîte grise, n'y toucha pas. Elle se contenta de changer l'eau du petit pot où flottaient les fleurs séchées. Elle fit ce geste avec la délicatesse de quelqu'un qui connaît la valeur des choses sans se les approprier. « J'ai oublié de vous demander, dit-elle. Le mot dans la boîte, vous voulez qu'il y reste ? Oui, pour l'instant. C'est une phrase qui a besoin d'ombre avant d'apprendre la lumière. » La journée reprit, douce. Un cordon à refaire, une fermeture qui coinçait, une paire de bottes qu'il fallut convaincre de ne plus faire mal au mollet. Entre deux clients, Martin s'autorisait à poser une main sur la boîte, non pour l'ouvrir, mais pour sentir sa présence. Par moments, il effleurait les rouges avec un pinceau presque sec pour chasser une poussière imaginaire. Clara, elle, lisait un livre en attendant que son ami la rejoigne pour la fanfare de l'après-midi. Elle soulignait rarement, mais lorsqu'une phrase l'atteignait, elle en faisait cadeau à haute voix. « Il y a des jours qui ne se lèvent qu'à midi, » lut-elle. Martin hocha la tête. « Ici, parfois, les jours se lèvent à la fermeture. » Vers 4 heures, un homme entra qui n'était jamais venu. Il tenait une boîte à chaussures neuves, mais son regard allait partout, sauf à l'objet. Il portait un manteau trop mince et un foulard rayé. Sa voix, lorsqu'il parla, avait la prudence de ceux qui s'autorisent une demande qui les dépasse. « J'ai trouvé ça, » dit-il en ouvrant la boîte. « C'est une paire ancienne. Je ne sais pas si ça a de la valeur. Je me suis dit que vous sauriez lui faire une place. » Il sortit une paire de petites bottines en cuir brun, lacets usés, semelles encore solides. Elles avaient ce charme des choses faites pour durer. Martin les prit, le geste obéit avant la pensée. Il les tourna doucement, caressa la patine. « Elles ont de la valeur, dit-il, pas parce qu'elles sont anciennes, parce qu'elles ont tenu. » L'homme sourit, soulagé d'avoir trouvé une phrase qui allait plus loin que l'argent. « Je m'appelle Malik, j'habite la rue derrière, j'ai ouvert un atelier de cadre. Si un jour vous avez des photos à ne pas perdre. »« Merci, dit Martin. » Et Malik laissa les bottines, promit de repasser, repartit avec un salut qui ressemblait à un « à tout à l'heure », cette manie douce que la ville semblait contagieuse. La porte se referma, le silence reprit sa respiration. Clara regarda les bottines brunes, puis les rouges, puis Martin. Il y avait entre ces 3 lignes une parenté immédiate, quelque chose comme une conversation entamée où chacun parle à son tour. « Vous avez déjà pensé à exposer certaines paires ?» demanda-t-elle. « Pas comme un musée, comme une trace. Par exemple, celle-ci, les brunes, avec une petite phrase. Et les rouges, si vous voulez. On pourrait écrire des mots qui ne disent pas tout, mais qui laissent passer la lumière. » Martin imagina, contre le mur, une planche claire, 2 étagères modestes, pas pour vendre, mais pour apprendre à voir. Il se surprit à répondre « On écrirait des phrases qui ne s'imposent pas, qui accompagnent. » Il prit un crayon. Sur un carton blanc, il écrivit, pour les brunes. « Bottines de patience. Elles ont marché longtemps, sans faire de bruit. » Il posa le carton, et l'ensemble trouva une drôle d'harmonie. Clara leva le pouce, contente comme une enfant quand un château de cartes tient. La pluie prit la ville par les épaules en fin d'après-midi. Les passants pressèrent le pas, les parapluies s'ouvrirent comme des fleurs soudain conscientes d'elles-mêmes. La clochette sonna de temps en temps, un peu de buée vint coller à la vitre. L'horloge continua de retarder, fidèle à sa minute de battement. Et dans cet entre-deux de fin de jour, Martin sentit se lever une phrase qui, depuis des années, refusait de se laisser dire. Il ne décida pas. Il la laissa venir. Il posait des lacets tout en l'écoutant. Puis, sans prévenir, elle se forma sous sa langue. « Elle s'appelait Lise, dit-il. » Clara leva la tête.
Elle n'eut pas de geste brusque, pas de question. Elle attendit, sa main arrêtée à quelques centimètres d'une tasse. C'était il y a longtemps. Une petite. Je pensais que les jours ne manqueraient un jamais. Et puis les jours ont décidé de manquer. Les rouges, c'était été ses préférés. Elle avait cette façon de tourner. Vous savez, comme si on n'avait pas besoin que le monde bouge parce qu'on avait appris à le faire bouger avec ses bras. Il s'arrêta, non parce qu'il n'y avait plus rien, mais parce que le silence devait avoir sa part. Clara reposa sa main, doucement, sur l'établi. « Merci, dit-elle. Ce n'est pas un merci de politesse. C'est un merci pour la confiance. » Il hocha la tête, il ne pleurait pas. Il respirait, et c'était déjà une façon de dire que la mémoire pouvait respirer aussi. La pluie redoubla, tapa au carreau, comme pour vérifier si l'on était là. Rosa traversa avec une boîte en carton tenu sous son manteau. « Des chaussons briochés », annonça-t-elle, victoire sucrée contre les fins d'après-midi trop longues. Elle vit les bottines brunes en vitrine, le petit carton, et eut un petit « oh » approbateur. « Vous voyez » lança-t-elle à Martin. « On peut nourrir la rue autrement que par l'odeur des fritures. On peut la nourrir avec des histoires. »« C'est ce qu'on essaye, » répondit Martin. Rosa posa la boîte, pinça la joue de Clara, comme on récompense une complicité, et repartit en laissant derrière elle un parfum d'anis et d'affaires qui marchent. Quand la nuit vint, elle ne surprit personne. On l'attendait avec la patience des artisans. On sait qu'elle vient, on s'y prépare, on met de côté 2 gestes pour demain. Martin baissa la grille à moitié, mais laissa la porte ouverte. Il avait pris l'habitude, depuis quelques jours, de ne pas clore d'un seul coup. Clara resta encore un peu. Ils burent le thé, au jasmin devenu tiède, mangèrent un chausson brioché, chacun tenant le papier de la pâtisserie comme un petit drapeau. Ils ne parlèrent pas de Lise davantage, ils parlèrent de la fanfare, des faux départs qui avaient été les plus beaux, de la façon qu'a la pluie d'allonger les trottoirs. La présence de Clara ne demandait pas d'explication. C'était comme un lacet bien passé. On n'y pense plus, on marche mieux. Avant de partir, elle s'approcha de la boîte grise. « Vous voulez que je vous laisse un stylo ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit Martin. « Pas ce soir, le mot qui est dedans doit respirer tel qu'il est. » Elle mit son manteau, entoura son cou de l'écharpe claire. À la porte, elle se tourna. « Demain, je ferai un gâteau aux pommes. J'essaierai de ne pas le rater. Je vous en apporterai un morceau. » « Les gâteaux ratés ont du charme, » dit-il. « Ils prouvent qu'on a essayé. »« Alors, je ferai peut-être exprès de le rater un peu, » sourit-elle. Elle s'en alla sous la pluie, d'un pas qui faisait de la musique avec les flaques. Martin regarda la silhouette s'éloigner, puis retourna à l'établi. Il rangea les outils, éteignit la grande lampe, ne garda que la petite. Dans ce cercle de lumière, il prit les rouges. Il les posa dans la boîte, sur le tissu blanc, avec un soin presque cérémoniel. Il relut ces mots. « Pour celle qui reviendra quand elle voudra, je suis là. » Il pensa à la différence entre « je suis là » et « je t'attends ». La première laisse la porte ouverte, la seconde reste collée au seuil. Il choisit de rester dedans, une chaise tirée, une lumière allumée. Il n'alla pas tout de suite. Il resta, quelques minutes de plus, à écouter la boutique penser. On croit que les lieux sont silencieux, mais ils ont des façons d'ordonner les souvenirs, de faire du tri sans froisser. L'horloge, 1 minute en retard, continuait d'offrir son espace de respiration entre 2 secondes. La plante sur la fenêtre avait reçu la pluie en biais et s'en montrait heureuse. Les bottines brunes, en vitrine, portaient leur carton comme on porte un prénom retrouvé. Et la boîte grise, sous l'établi, ne pesait plus comme un secret. Elle pesait comme une promesse tenue à soi-même. En fermant enfin, Martin passa devant la gare. Il ne le faisait presque jamais. Il leva les yeux vers la grande horloge immobile. Dans la lumière mouillée, des signes de vie avaient colonisé l'abandon. Une affiche déchirée annonçait un bal d'été d'il y a 3 ans. Des herbes fines s'étaient glissées entre les pierres et derrière une vitre, on distinguait la silhouette d'une chaise renversée. Il n'y eut pas de scène extraordinaire, pas de révélation tapageuse. Il eut une pensée simple. Tout ce qui a servi peut resservir. Il redescendit vers la rivière, s'arrêta sur le pont. L'eau, fidèle à sa lenteur, offrait des reflets où l'on pouvait déposer une fatigue sans qu'elle prenne froid. De retour chez lui, il posa son manteau, alluma la lampe du couloir. Sur la petite table d'entrée, il étala le dessin du garçon.
le sourire de la chaussure à cap. Il se surprit à rire, un rire doux qui ne réveillait personne. Il posa le dessin sur le frigo avec un aimant en forme de tournesol. Dans la cuisine, il éplucha une pomme, non pour un gâteau, juste pour la croquer. La peau, en spirale, tomba dans l'évier. La pomme, croquée, eut le goût simple des choses qui n'ont pas besoin de plus. Il pensa à demain, non comme une épreuve, mais comme une reprise. Il y aurait des lacets à tresser, des semelles à apprivoiser, peut-être la visite de Malik avec un cadre à montrer, et Clara qui viendrait avec un gâteau un peu raté, exprès ou pas, qu'importe, et Rosa qui trouverait une phrase pour donner du moral au sucre. Avant de se coucher, il prit un carnet. Il n'écrivait pas souvent, mais ce soir-là, les mots se rangèrent comme les clous dans le bocal. Il nota « Aujourd'hui, j'ai dansé sans bouger ». Puis, en dessous, « On peut apprendre à être là autrement ». Il referma le carnet, souffla la bougie qu'il allumait parfois à la place de la lampe pour se souvenir que la lumière a plusieurs façons d'exister. La maison bascula dans un sommeil calme. À l'aube, un détail changea. Ce fut presque rien. Quelqu'un avait glissé sous la porte de la boutique, pendant la nuit, une enveloppe sans timbre. Martin la trouva en soulevant la grille. L'écriture au feutre noir était ronde, appliquée. Il hésita, la tourna, sentit un papier plus épais que d'ordinaire. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il posa d'abord la bouilloire, tira les rideaux, alluma la petite lampe, puis il déchira le bord avec l'ongle, sortit la carte. Il n'y avait que 3 lignes. « Je passais hier, j'ai vu les rouges en vitrine. Si vous le voulez, j'aimerais parler. À tout à l'heure. » Il n'y avait pas de nom, seulement un numéro de téléphone et un petit dessin de cœur parfaitement maladroit. Martin posa la carte à côté de la boîte grise. Il ne se hâta pas. Il alla arroser la plante, vérifia la corde de la clochette, posa ses outils comme on prépare sa voix. Il se dit que certaines rencontres arrivent comme la pluie sur une vitre. On voit d'abord le monde autrement, puis on comprend que rien ne s'est cassé, que le paysage est juste en train d'apprendre une langue de plus. Et ce savoir-là, qu'on est encore capable d'apprendre, lui donna le courage de tourner la carte, de la retourner encore, puis de la laisser là, à portée de main, pour quand il serait prêt à dire « je suis là », à quelqu'un qui, peut-être, venait justement pour entendre ces mots. Le matin s'ouvrit comme une page claire, et dans la boutique, tic. La lumière entra par la fenêtre avec un éclat timide. Martin tenait encore entre ses doigts la carte laissée sous la porte. Le papier avait une texture légèrement granuleuse, presque rugueuse, comme s'il avait été choisi pour ne pas glisser trop vite, pour obliger la main à s'y arrêter. Il la retourna encore une fois, relut les mots, bref. « J'ai vu les rouges en vitrine. Si vous le voulez, j'aimerais parler. À tout à l'heure. » Le petit dessin de cœur, maladroit, faisait plus vrai que tous les symboles. Martin laissa un long silence emplir la pièce, un silence qui battait au rythme de l'horloge, toujours 1 minute en retard, et il se demanda « Parler de quoi ? Parler de qui ? Et pourquoi maintenant, après tant d'années de poussière et de silence ?» Il posa la carte sur l'établi, à côté du pot de cire rouge. Le contraste entre le blanc du papier et la brillance sombre du cirage lui rappela que la vie se joue souvent entre ce qui reste à écrire et ce qui doit être nourri pour continuer d'exister. Il alluma la petite lampe, arrangea ses outils, mais ses gestes avaient perdu leur mécanique tranquille. Sa main hésitait, comme si chaque fil tiré pouvait répondre à l'invitation mystérieuse. La clochette sonna doucement. Clara entra, tenant une boîte recouverte d'un torchon fleuri. Elle avait ce sourire en coin, celui qu'on offre quand on arrive avec quelque chose de fragile. « J'ai tenté le gâteau aux pommes », annonça-t-elle. « Et oui, il est un peu raté. » Elle posa la boîte, déplia le torchon, et l'odeur tiède de la cannelle se répandit dans la boutique, douce comme un souvenir d'enfance. Martin goûta une bouchée, trouva que même les coins brûlés avaient un goût de réconfort. Il allait lui dire merci, quand Clara aperçut la carte posée sur l'établi. Elle n'y toucha pas, mais son regard s'y attarda. « C'est quelqu'un qui demande à vous voir ?»« Je crois, » répondit Martin. « Quelqu'un qui a vu les rouges ?» Clara hocha la tête. Elle ne posa pas de questions. Elle but une gorgée de thé, s'essuya les lèvres et dit simplement « Parfois, ce qui nous cherche finit toujours par nous trouver. »
Ils restèrent un moment silencieux. La plante sur le rebord reçut la lumière, ses feuilles semblaient écouter. Martin reprit ses outils, essaya de se concentrer sur une paire de bottes à réparer. Mais son regard revenait sans cesse vers la carte. Chaque coup d'haleine dans le cuir ressemblait à une question. Finalement, il posa son travail, se leva et alla jusqu'au vieux téléphone fixé au mur. Ses doigts composèrent le numéro sans hésitation. Le combiné sonna longuement, puis une voix répondit. Une voix de femme, grave, douce, avec une fragilité au bord. « Oui ?» Martin resta muet, 1 seconde, puis il dit « Ici c'est la cordonnerie et j'ai trouvé votre carte. » Un silence suivit, dense, habité. Puis la voix reprit. « Merci d'avoir appelé, je m'appelle Marianne, j'aimerais passer, si vous le permettez. »« La boutique est ouverte, » répondit-il simplement. Il reposa le combiné, le cœur battant d'une façon inhabituelle. Clara le regarda, attentive, mais respecta son silence. Elle se leva, rangea les 7S, et avant de partir, posa la main sur son bras. « Quoi qu'il arrive, dit-elle, parfois une rencontre ne vient pas pour rouvrir la plaie, mais pour y déposer un pansement. » L'après-midi arriva, et avec lui, une pluie fine. Chaque goutte dessinait des cercles discrets sur la vitre. Vers 3 heures, la clochette tinta. Une femme entra. Elle avait les cheveux relevés, des mèches blanches entremêlées de mèches sombres, et ses yeux portaient la trace des années. Elle tenait une sacoche en cuir usé. Son pas hésita en franchissant le seuil, comme si l'air de la boutique avait une densité particulière. Martin se leva derrière son établi. « Je suis Marianne, dit-elle. » Il inclina légèrement la tête. « Asseyez-vous, » répondit-il, en désignant la chaise près de la plante. Elle posa sa sacoche, observa un instant les chaussures alignées, les outils, la lampe qui éclairait d'un halo intime. Ses yeux tombèrent sur la boîte grise sous l'établi. Elle eut un léger sursaut, imperceptible pour qui ne la regardait pas. Mais Martin le vit. « Ce sont elles, » dit-elle à voix basse. « Les rouges. » Martin hocha la tête. Son souffle était calme, mais ses mains tremblaient, presque imperceptiblement. « Elles appartenaient à ma sœur, » murmura Marianne. Ces mots suspendirent le temps. L'air sembla se densifier, comme si la boutique retenait son souffle. « Votre sœur » répéta Martin. « Oui, Lise. Elle était plus jeune que moi. J'avais quitté la maison depuis longtemps quand elle est partie. J'ai toujours su que quelqu'un, quelque part, gardait une trace. » Martin se laissa tomber sur sa chaise. Le prénom, prononcé par une autre voix que la sienne, venait de s'ancrer dans le présent. Lise, les rouges, tout se rejoignait. Il ferma les yeux, et dans son esprit, il revit la petite silhouette qui tournoyait, la marelle, les rires. Quand il les rouvrit, Marianne le regardait, et dans ses yeux brillait la même image. « Vous étiez... » demanda-t-elle. « Son père, » dit-il. Sa voix se brisa légèrement, mais pas assez pour rompre. Ils restèrent longtemps, ainsi, à partager un silence chargé de mémoire. Les gouttes de pluie battaient sur la vitre comme un cœur discret. Puis Marianne sortit de sa sacoche un petit carnet. La couverture était cornée, les pages tachées. « C'était le sien, dit-elle. Je l'ai gardé. » Elle dessinait des chaussures partout, des escarpins, des bottes, et toujours une paire de rouges. J'ai pensé que si je retrouvais celle-là, peut-être je retrouverais un bout d'elle. Martin prit le carnet. Ses doigts caressèrent les dessins d'enfant, maladroit mais plein de vie. Chaque chaussure rouge tracée à la main semblait répéter le même appel. « Je suis là. » Ses yeux se mouillèrent, mais il ne détourna pas le regard. Il reposa le carnet avec soin, comme un trésor fragile. « Vous pouvez les emporter, » dit-il d'une voix basse. « Les rouges. Elles étaient à elle. Elles doivent vous revenir. » Marianne secoua la tête. « Non. Elles ont trouvé ici un abri. Les emporter serait les condamner à un nouveau silence. Ici, elles vivent encore. » Un silence apaisé s'installa. Martin sentit une lourdeur se détacher de son dos, comme une pierre qu'on porte trop longtemps. La boutique semblait plus grande, plus lumineuse. Marianne sourit doucement. « Je repasserai, » dit-elle. « Pas pour les chaussures, pour parler, pour me souvenir avec quelqu'un qui a connu sa lumière. »« La porte est ouverte, » répondit Martin. Quand elle partit, la pluie s'était arrêtée. Un rayon discret glissait sur la vitrine. Martin resta seul, le carnet d'enfant ouvert devant lui, les rouges à ses côtés.
Et pour la première fois depuis des années, il ne sentit plus seulement le poids de l'absence. Il sentit aussi la chaleur de la présence retrouvée. La soirée tomba, enveloppant la rue dans une douceur inattendue. Rosa ferma son épicerie, leva la main vers lui derrière la vitre. Clara repassa, un parapluie encore humide à la main. Il lui montra le carnet, elle le feuilleta doucement, et son regard s'illumina de tendresse. Ils burent ensemble une tasse de thé, et Martin osa une phrase qu'il n'avait jamais dite. « Vous savez, parfois les chaussures ne servent pas seulement à marcher. Elles servent à relier les pas qui se sont éloignés. » Clara sourit, et dans le silence de la boutique, ce fut comme une bénédiction discrète. Un fil invisible qui se nouait. Les rouges posés sur l'établi semblaient briller d'une lumière douce, comme si elle savait qu'enfin elle n'attendait plus seule. Le lendemain, le jour se leva sur une clarté grise, douce, presque hésitante. Dans la boutique, Martin alluma la petite lampe avant même d'avoir enfilé sa blouse. La veille l'avait marqué comme un rêve qu'on garde au bord de la mémoire, fragile, insistant. La visite de Marianne, ses mots, le carnet ouvert devant lui, tout cela continuait de résonner dans la pièce comme une chanson à demi murmurée. Les chaussures rouges posées sur l'établi semblaient différentes depuis cette rencontre. Non qu'elles aient changé de couleur ou d'allure, mais leur présence avait pris une densité nouvelle, comme si elles avaient enfin retrouvé leur prénom. Lise. Martin resta longtemps, assis sans rien faire, les coudes posés sur le bois, ses doigts entremêlés. Il laissait la boutique respirer autour de lui, les craquements du parquet, le tic-tac trop lent de l'horloge, les odeurs de cuir et de cire qui se mêlaient à la cannelle encore accrochée à l'air depuis le gâteau de Clara. Tout, absolument tout, semblait vouloir lui rappeler que la mémoire peut redevenir une maison et non une blessure. La clochette tinta doucement. Ce n'était pas encore l'heure des clients pressés, c'était Clara. Elle entra avec son pas léger, tenant entre ses mains un panier couvert d'un linge rayé. « J'ai pensé que vous n'aviez peut-être pas encore déjeuné, dit-elle. J'ai fait du pain. » Elle posa le panier, souleva le linge, et une odeur chaude de croûte dorée emplit la boutique. Martin sourit, un sourire discret mais qui resta accroché à ses lèvres plus longtemps que d'ordinaire. « Vous savez, dit-il, hier j'ai revu un visage que je croyais perdu. Pas directement, mais à travers sa sœur. » Clara s'assit, intéressée, attentive. Elle savait écouter, elle savait surtout ne pas interrompre. « Elle s'appelait Marianne, continua Martin. Elle est venue pour voir les rouges, et pour parler d'elle, de Lise, sa sœur. » Clara baissa la tête, respectueuse, et murmura « Alors, vous n'êtes plus seule à porter le poids ?»« Peut-être, » répondit-il. « Ou alors c'est le poids qui est devenu partage, et ça le rend plus léger. » Ils restèrent à manger le pain encore chaud, chacun buvant son thé dans la lumière lente du matin. Puis Clara, sans un mot, sortit de son sac un petit carnet à la couverture bleue. « J'écris parfois, » dit-elle, « quand les journées sont trop lourdes. Ce ne sont pas des choses importantes, mais ce sont mes pas à moi. » Elle ouvrit à une page et lut doucement. Certains jours, marcher, c'est déjà danser. Même si les pieds y traînent, ils savent encore le rythme. Martin ferma les yeux, hocha la tête. « C'est vrai, » dit-il. Et parfois, réparer, c'est danser aussi. La journée passa, tranquille. Des clients déposèrent des chaussures fatiguées. D'autres vinrent chercher des paires déjà réparées. Chaque geste de Martin paraissait plus fluide, comme si la boutique elle-même respirait mieux. La plante sur le rebord de la fenêtre s'épanouissait, ses feuilles se redressant vers la lumière de janvier. Et, dans un coin, les bottines brunes de Malik, exposées avec leur petit carton « bottines de patience », attiraient un des regards curieux. En fin d'après-midi, Malik revint. Il entra en frottant ses mains glacées et posa un cadre sous son bras. « J'ai pensé que votre boutique méritait une image, dit-il. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une fenêtre en plus. » Il déballa le cadre, une photographie en noir et blanc de la gare désaffectée. Les pierres usées, les herbes folles, les fenêtres vides, et pourtant, dans l'image, on sentait une dignité, une attente douce. Martin resta longuement à la contempler. « C'est exactement ça, dit-il enfin. Même ce qui est arrêté continue de tenir debout. »
Il accrocha le cadre au mur, au-dessus de l'établi. Clara, qui était là, observa la scène avec une tendresse muette. L'image ajoutait un silence particulier à la boutique, comme si elle lui donnait un horizon nouveau. Lorsque la nuit tomba, Marianne revint, comme elle l'avait promis. Elle n'avait rien apporté, si ce n'est sa présence. Elle entra, salua Clara, posa sa sacoche et resta debout face au rouge. « Vous savez, dit-elle, je crois que je ne veux pas qu'elle reparte, j'ai pensé toute la nuit. Les souvenirs ne sont pas faits pour être gardés enfermés, ils sont faits pour se mêler à d'autres vies. Ici, elle continue à exister. Chez moi, elle ne serait qu'un reliquaire. » Elle se tourna vers Martin. « Est-ce que vous accepteriez de les garder, mais pas seulement comme une mémoire, comme un signal pour ceux qui entrent, pour leur dire qu'il y a des histoires qui ne disparaissent pas ?» Martin baissa la tête, ému. « Oui, dit-il, elles seront un signal. » Ils burent ensemble une tisane que Rosa avait laissée, et pour la première fois, la boutique résonna de plusieurs voix à la fois calmes, profondes, entrelacées. Marianne parla un peu plus de Lise, de ses rires, de sa façon de remplir les pièces d'une lumière vive. Martin raconta quelques souvenirs aussi, les pas de Marelle, la joie pure dans les yeux d'enfant. Clara écoutait, les mains croisées, et parfois levait les yeux vers le plafond comme pour retenir les larmes. Il y avait dans cette conversation une douceur nouvelle, celle qui naît quand le chagrin ne sert plus seulement à pleurer, mais aussi à se souvenir. La boutique, ce soir-là, ressemblait à un refuge. Les chaussures rouges dans leur boîte n'étaient plus un secret. Elles étaient devenues un témoin. Quand Marianne partit, elle laissa le carnet de Lise sur l'établi. « Gardez-le, dit-elle, j'ai l'impression qu'il sera mieux ici, avec ses chaussures. Moi, je les entends déjà dans ma mémoire. » Martin ferma les yeux, posa sa main sur le carnet et dit seulement « Merci ». Après leur départ, il resta seul. La pluie s'était remise à tomber, fine, presque chantante. Il ouvrit le carnet, observa les dessins de chaussures, de pas, de petites silhouettes dansantes. Puis, dans une marge, il vit un mot écrit maladroitement en lettres enfantines. « Ciel ». Et soudain, il revit la Marelle, les pas légers, les rires. Ses yeux se brouillèrent, mais cette fois, les larmes n'avaient pas la morsure du manque. Elles avaient le goût doux de la continuité. Il rangea le carnet à côté des rouges, sous la lampe, et, d'une voix basse, il murmura « Tu n'es pas parti. Tu marches encore avec nous. » La boutique s'endormit dans ce chuchotement. L'horloge, fidèle à son retard d'1 minute, continuait d'offrir au temps une respiration supplémentaire. La plante inclinait ses feuilles vers la lumière. Les bottines brunes attendaient leur prochaine phrase. Et les chaussures rouges dans leur écrin brillaient d'une clarté tranquille, comme si elles savaient qu'elles avaient enfin retrouvé leur place. Et Martin, en fermant la porte ce soir-là, sentit qu'il n'était plus seul à porter les pas de Lise. La rue semblait plus douce, la nuit moins lourde, et dans son cœur, une phrase nouvelle s'écrivait « Les absents continuent de marcher à travers nous ». Le matin se leva sur une clarté voilée, un ciel d'un gris tendre qui ne promettait ni pluie ni soleil. Dans la boutique, Martin fit chauffer l'eau pour le thé avant même de poser sa blouse. Ses gestes avaient acquis une lenteur différente, non plus fatiguée, mais apaisée, comme si chaque mouvement avait trouvé son rythme exact. La boîte des rouges reposait à sa place, à côté du carnet de Lise, et chaque fois qu'il passait devant, il avait l'impression d'entendre un souffle discret, un murmure qui lui rappelait qu'une absence peut se transformer en présence silencieuse. Il ouvrit la porte, la clochette tinta. La rue était encore déserte, quelques passants pressés glissaient leurs pas sur les pavés humides, mais l'air semblait retenir son souffle. Martin disposa ses outils, rangea les clous dans leurs bocaux, effleura la plante sur le rebord de la fenêtre. Elle avait grandi, fragile mais déterminée, et ses nouvelles feuilles ressemblaient à de petites mains tendues vers la lumière. Peu après, Clara entra, une écharpe claire autour du cou et un carnet bleu sous le bras. Elle avait ce sourire tranquille qui se posait sur les choses comme un voile protecteur. « Bonjour », dit-elle doucement. « J'ai pensé que vous aimeriez entendre un autre extrait. » Elle ouvrit son carnet, chercha une page, puis lut. « Les objets ne gardent pas seulement la poussière. Ils gardent aussi la chaleur des mains qui les ont tenus.
Martin ferma les yeux un instant. « C'est exactement ça, dit-il, et parfois réparer un objet, c'est retrouver la main qui l'a tenu. » Ils burent le thé ensemble. La boutique s'imprégnait de leur silence, ces silences denses où les mots n'étaient pas nécessaires. À travers la vitre, on voyait Rosa disposer quelques caisses de fruits devant son épicerie. Elle leva la main, leur adressa un signe vif et reprit ses gestes, comme si la vie de la rue accompagnait désormais celle de la boutique. Vers midi, Marianne arriva. Elle portait une petite boîte en carton. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue. « J'ai cherché longtemps, dit-elle, et ce matin, je l'ai retrouvée. C'est une photo. » Elle ouvrit la boîte, sortit une image jaunie. On y voyait une fillette souriante, debout sur un trottoir, une craie à la main. À ses pieds, une marelle tracée maladroitement, et aux siens, les fameuses chaussures rouges. Lise. Son rire semblait traverser la photo, éclater au-delà du papier. Martin prit la photo avec une délicatesse infinie. Ses doigts tremblaient légèrement. Clara s'approcha, contempla l'image et sentit ses yeux se voiler. « Elle brillait », murmura Marianne. Même le gris de la ville paraissait s'éclairer quand elle était là. Martin hocha la tête, incapable de détacher son regard de ce sourire figé. « Elle tournoyait », dit-il, comme si le monde devait apprendre à danser avec elle. Ils posèrent la photo près des rouges, à côté du carnet. Ce petit hôtel improvisé n'avait rien de solennel, mais il avait la douceur des choses vraies. La boutique, désormais, ressemblait à un lieu de mémoire vivante où les pas passés et présents se répondaient. Un client entra, un vieil homme courbé, tenant une canne et une paire de chaussures en cuir fendu. « Elles sont vieilles, dit-il, mais elles m'ont accompagné partout. J'aimerais encore marcher avec elles, même si elles me traînent plus qu'autre chose. » Martin prit les chaussures, les observa, hocha la tête. « On va leur donner un peu de force, dit-il. Elles vous doivent bien ça. » Le vieil homme sourit, s'assit et resta à regarder la boutique, les photos, la plante, les objets. Ses yeux s'attardèrent sur les rouges. « Elles me rappellent ma sœur, dit-il doucement. Elle aussi avait une paire semblable quand nous étions enfants. On jouait dans la cour et chaque fois qu'elle courait, j'avais l'impression qu'elle emportait le soleil avec elle. » Ces mots traversèrent la pièce, rejoignant l'histoire déjà présente. Clara, Marianne et Martin échangèrent un regard silencieux. Les souvenirs, une fois partagés, cessent d'appartenir à un seul. Ils deviennent une étoffe tissée à plusieurs mains. Le vieil homme partit, promettant de revenir. Clara s'approcha de l'établi. « Vous voyez, dit-elle, ces chaussures ne sont plus seulement un souvenir. Elles sont devenues une passerelle. Chacun y dépose un bout de sa vie. » Martin acquiesça. « Elles n'attendent plus. Elles voyagent autrement. » Le soir approcha lentement. Rosa entra, les bras chargés d'oranges et de pain, et les laissa sur le comptoir. Malik passa saluer, observa la photo et promit d'apporter un autre cadre pour la protéger. La boutique se remplit de passages, de voix basses, de regards posés avec respect. On aurait dit que l'endroit attirait, comme une lampe attire les papillons, mais sans brûler. Il réchauffait doucement. Quand la nuit tomba, ils restèrent tous trois, Martin, Clara et Marianne, autour de la photo et des rouges. Ils ne parlaient pas beaucoup, ils se contentaient d'être là, ensemble, reliés par une absence qui devenait présence. Martin, en fermant enfin la porte, pensa que la solitude s'était fendue, qu'un fil invisible, tissé par les pas de ceux qui entraient, avait transformé son atelier en un lieu où l'humanité pouvait se déposer, lente et fragile. La matinée s'ouvrit sur un ciel lavé, un bleu tendre traversé de nuages lents. Dans la boutique, la lumière entrait plus franchement que les jours précédents, et les poussières dansaient dans l'air comme si elles savaient qu'on les regardait. Martin se leva plus tôt qu'à l'ordinaire, poussé par une énergie nouvelle. Il fit chauffer la bouilloire, sortit 2 tasses au lieu d'1, comme s'il attendait déjà la visite. La boîte des rouges reposait sous la lampe, le carnet de Lise à côté, la photo encadrée par Malik accrochée au mur. L'ensemble formait un coin de mémoire apaisé. Il ouvrit la porte, la clochette tinta, et l'air frais entra d'un coup, portant avec lui l'odeur du pain chaud de l'épicerie voisine. Quelques passants saluèrent d'un signe de tête. Martin répondit, d'un geste lent,
mais sûr. C'était comme si la ville entière avait commencé à reconnaître, dans cette petite boutique, un refuge discret. Clara arriva la première, un bouquet de fleurs des champs à la main. « Ce n'est pas la saison, dit-elle, mais j'ai trouvé celle-ci chez un fleuriste qui avait gardé des bottes de soleil dans sa réserve. » Elle les plaça dans un vieux pot de verre. Les couleurs vives tranchèrent sur le cuir et la cire comme une promesse d'été en plein hiver. Peu après, Marianne entra. Elle avait le regard plus calme, la démarche plus ferme. « J'ai dormi, » dit-elle simplement. Ça faisait longtemps. Martin hocha la tête. Parfois, les victoires tiennent en un mot. La journée s'écoula dans une succession de petits gestes. Un enfant vint chercher une paire de bottes réparées. Sa mère glissa un « merci », émue, en voyant les lacets neufs. Une femme pressée déposa ses escarpins en soupirant. « Ils m'ont porté à mon premier entretien. Je ne peux pas les jeter. » Un jeune homme, étudiant, demanda timidement s'il pouvait payer en 2 fois. Martin accepta d'un signe, comme toujours. Chacun, en entrant, posait un morceau de vie, et chacun repartait avec une part de légèreté. Au fil des heures, la boutique se transforma en un lieu de passage où les histoires effleuraient et s'additionnaient. Clara, assise près de la fenêtre, notait des phrases dans son carnet bleu. Elle écrivait sans lever la tête, mais on devinait que chaque geste, chaque sourire aperçu devenait une graine déposée dans ses pages. Marianne, elle, feuilletait le carnet de Lise, caressant les dessins comme on caresse une peau. Dans l'après-midi, Rosa entra avec une grande marmite. « J'ai fait de la soupe », annonça-t-elle. « On ne répare pas bien le cuire l'estomac vide. » Ils installèrent des bols sur l'établi, repoussèrent les outils et mangèrent ensemble. Le goût simple des légumes réchauffa la pièce. Rosa riait fort, Clara racontait une anecdote, Marianne souriait en silence, et Martin, les regardant, se dit que depuis des années, il n'avait pas vécu un repas partagé dans sa boutique. La pièce, d'ordinaire si silencieuse, vibrait maintenant d'une humanité douce. Après le repas, Rosa repartit, mais Clara et Marianne restèrent. La lumière de fin de journée entrait en biais, allumant des reflets rouges sur les chaussures. Martin les contempla longuement. « Vous savez, dit-il, je crois qu'elles ne m'appartiennent plus. Elles sont devenues à tout le monde, à ceux qui entrent, à ceux qui regardent, à ceux qui se souviennent. » Marianne posa sa main sur la sienne. « C'est peut-être ça, la vraie mémoire, quand elle cesse d'être un poids pour devenir une lumière partagée. » Le soir, un jeune couple passa. Il venait déposer des chaussures de randonnée usées. En voyant les rouges, ils s'arrêtèrent. « Elles sont belles, » dit la femme. « Elles me rappellent ma grand-mère. Elle en avait une paire semblable quand elle était jeune. » Elle sourit, les yeux brillants. Martin les laissa parler, puis accepta les chaussures de randonnée avec un sérieux respectueux. Le couple repartit en se tenant la main, laissant derrière eux un écho tendre. Quand la nuit tomba, la boutique resta ouverte plus longtemps que d'habitude. Clara écrivit encore quelques phrases, Marianne rangea soigneusement la photo de Lise, Martin nettoya ses outils lentement, comme pour prolonger le moment. La lampe diffusait un halo chaud et le rouge des chaussures brillait doucement.